Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La cour utilise beaucoup le français d'ailleurs, honni soit qui mal y pense, c'est une des phrases majeures de l'Angleterre qui reste en français sur le blason anglais. Et puis pendant longtemps, le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre s'est appelé roi d'Angleterre et de France, donc c'est resté un petit peu longtemps. Il y a vraiment un lien très fort entre nous, qu'il soit guerrier ou pas du tout. Les élites anglaises possèdent des terres en France, évidemment, puisqu'ils les ont gagnées. Mais la guerre va changer, en fait, progressivement tout ça. Plus le conflit va durer, plus les Français vont devenir les autres, the others. Et plus l'anglais devient la langue du royaume. C'est la langue de la résistance, en fait. Et c'est vraiment l'un des grands paradoxes du conflit. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Une dynastie d'origine française qui revendique donc le trône de France, c'est pour ça qu'elle le revendique, contribue finalement à créer une identité anglaise beaucoup plus forte. Et les victoires militaires, évidemment, jouent un rôle énorme. Elles vont produire des héros, des modèles, des récits glorieux. Édouard III, alors là, devient l'image du roi conquérant, le prince noir. En plus, ce terme, le prince noir, c'est fabuleux. Fascine l'Europe entière, ça vient de son armure. Les archers anglais sont des figures légendaires. Cette glorification de la guerre dépasse même les champs de bataille. Elle touche les villes, les tavernes, les marchés, les sermons, les chansons, les chroniques. Vous avez toute une culture guerrière anglaise qui se développe progressivement autour de ces succès. Pas du tout chez nous, bien sûr, mais cette exaltation possède évidemment le revers de la médaille, un versant plus sombre, parce que les victoires créent des attentes immenses. Après Crécy et Poitiers, il y a beaucoup d'Anglais qui commencent à croire que la conquête durable de la France est possible et que donc ils vont penser, pourquoi pas, à s'y installer. Et que c'est peut-être même inévitable. Le traité de Brétigny de 1360 confirme cette impression, c'est le fameux honteux traité, c'est avant le honteux traité de Troyes. Mais l'Angleterre obtient d'immenses territoires, le prestige d'Édouard III atteint son sommet, et pourtant, derrière le triomphe, apparaît une fragilité profonde déjà, parce que conquérir c'est une chose, gagner une bataille c'est très bien, mais occuper... Ça a toujours été ça, dans les stratégies militaires. Gagner, c'est très bien, mais derrière, il faut conserver, parce que sinon, vous le reperdez dans l'heure qui suit. Donc, c'est ça le truc, c'est qu'il faut occuper durablement la France. Or, les campagnes militaires, vous l'avez compris, coûtent toujours plus cher. Forcément, plus on gagne de territoire, plus il faut conserver, plus il faut d'argent. Les territoires exigent des garnisons, les traversées maritimes restent quand même dangereuses, et surtout l'économie anglaise commence à montrer des signes d'épuisement. Et pendant encore plusieurs décennies, les grandes victoires vont il y en a quelques-unes, vont entretenir le rêve anglais, et puis arrive Henri V. Alors là, le mythe guerrier atteint probablement son apogée. Là, on est dans le climax absolu. Azincourt, 1415, là c'est le top du top. C'est la bataille presque sacrée dans l'imaginaire national anglais, Azincourt. L'histoire semble se répéter, une armée anglaise fatiguée qui arrive, etc., numériquement inférieure, encerclée par la fameuse noblesse française qui a été reconstituée, persuadée toujours de sa supériorité, comme d'habitude, la furia francese complètement idiote. Et une fois encore, les Anglais triomphent. Vous savez, le terrain est boueux. Vous savez que les Français sont rentrés dedans. Ils sont à moitié entretués. Mais c'est une honte, en fait. Une honte comme... ça arrive, c'est comme ça dans l'histoire. Les grands moments de notre histoire de France et de l'histoire tout court. La discipline militaire était épouvantable chez nous, alors que les archers anglais ont été parfaits. Nos archers à nous étaient lamentables puisqu'il a plu, donc les arcs français étaient trempés, donc ils pouvaient pas fonctionner. Tout ça est une horreur. Et tout ça nourrit encore immédiatement une immense fierté collective côté anglais. Azincourt, c'est même plus la victoire militaire, là, c'est la démonstration morale de la supériorité anglaise. Dieu est anglais, définitivement, c'est comme ça, que voulez-vous. Dans les récits anglais, ça prouve, et on le voit, le courage national, la supériorité tactique, la valeur du roi. Et encore une fois, surtout, la faveur divine, n'oublions jamais ça. Henri V apparaît alors comme l'incarnation parfaite du souverain guerrier. Il est jeune, il est pieux, il est victorieux, il est charismatique, son prestige est immense. Et quand le traité de Troyes, le fameux, donc le honteux traité de Troyes, reconnaît Henri comme héritier du royaume de France,
Bah là, beaucoup d'Anglais pensent vraiment assister à l'accomplissement du rêve commencé avec Édouard III. Une double monarchie paraît maintenant possible, un double royaume incroyable. L'Angleterre semble avoir gagné, hein, la moitié du territoire est anglais. Mais là encore, derrière la gloire, eh bien, les fragilités demeurent. Ces triomphes reposent encore une fois sur un effort financier colossal et surtout cachent une réalité essentielle. Les Anglais gagnent souvent les grandes batailles, mais ils peinent en fait à contrôler durablement l'ensemble du royaume de France. Encore une fois, les Anglais contrôlent le pays, mais ça ne veut pas dire on n'est pas sous l'occupation allemande du Troisième Reich. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. On voit des Anglais. Pas beaucoup, il y en a très peu. Alors ils sont dans les châteaux, mais ils sont pas dans les villes. C'est pas Thierry Lafronde hein, où on en voit tous les 3 mètres. C'est pas du tout ça. On est à des années-lumière de ça. Et cette contradiction, c'est cette contradiction qui est centrale en fait, progressivement. Parce que plus les victoires anglaises sont spectaculaires, plus elles nourrissent des ambitions encore une fois immenses. Et plus ces ambitions exigent d'argent, d'impôts, de soldats, de logistique, de navires, d'occupation militaire, etc. C'est une espèce de cercle du cercle vertueux, on passe au cercle vicieux. Les succès militaires anglais créent eux-mêmes les conditions du futur épuisement du royaume. Un petit peu comme, alors sans comparaison n'est pas raison, mais comme quand Napoléon va jusqu'à Moscou, il gagne toutes les batailles, mais il n'y a pas de bataille en fait. Donc il avance, mais voilà, il garde rien. Et puis quand il doit, tout ça coûte énormément d'argent. Plus ça va, plus il s'éloigne. Enfin bon, c'est une catastrophe. À ce stade du récit, peu d'Anglais peuvent encore imaginer la catastrophe à venir. Parce que dans les années qui vont suivre Azincourt, l'Angleterre vit probablement l'un des moments de confiance nationale les plus puissants de toute son histoire médiévale, évidemment. Le royaume anglais se voit comme une puissance militaire exceptionnelle, un peuple protégé par Dieu et une nation capable de soumettre toutes les nations, n'importe laquelle, notamment la France. Et c'est précisément cette certitude qui va rendre le futur retournement encore plus brutal, vous allez voir.